Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui connaissent Stéphane Lebert, bah, c'est pas moi. Voilà, au moins ça c'est donné. Stéphane pouvait pas venir, donc c'est moi, Acryl, pour ceux qui ont peut-être entendu parler, qui fera la présentation. Donc je bosse avec Stéphane Exatrack, on l'a monté tous les deux la boîte. Et aujourd'hui, je vais vous présenter son travail sur l'analyse de dump mémoire et l'analyse de dump mémoire corrompu. L'idée derrière, comme on va l'expliquer, c'est comment depuis un dump mémoire qui est potentiellement corrompu, parfait. Comment, depuis un dump mémoire qui est potentiellement corrompu, est-ce qu'on peut trouver potentiellement des rootkits qui se seraient installés? Voilà, voilà. Donc c'est un travail que lui a pas mal fait, le dev c'est lui, etc. Mais j'étais là tout le temps à côté, et, je l'entendais rager, galérer sur des trucs, trouver des solutions et tout ça. Donc la première question déjà, c'est pourquoi on ferait un memory dump? Bah, très bonne question. Bah, l'idée c'est de pouvoir faire en fait un snapshot, donc une image de la mémoire à plus ou moins un instant T. Et le truc en fait c'est que c'est rapide à faire et c'est super simple. Par exemple, vous connaissez peut-être l'outil Dumpit. L'idée de Dumpit, c'est qu'il va vous faire comme ça un dump mémoire. Il suffit d'être admin, avoir les droits de loader un driver, on double-clique dessus et le truc nous fait un dump. Il nous met un fichier, on n'a rien à faire. C'est facile, c'est simple, c'est même un admin système peut le faire, quoi. Donc c'est plutôt cool. Ok, donc c'est cool, on a notre dump mémoire. Ouais, est-ce qu'il y a des problèmes liés à ça? C'est-à-dire que là, si la question c'est non, il n'y a aucun problème, bah c'est fini et je peux rentrer. Mais non. L'idée c'est créer un dump mémoire, c'est facile, très bien. Par contre, faire un dump mémoire qui est analysable et qui est absolument pas corrompu, c'est un peu plus compliqué. On a tous fait des CTF. Les CTF, c'est pas la vraie vie et c'est vraiment dommage. En CTF, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait notre exo de forensic trop bien du futur. On prend notre VM, on la met sur pause et on fait un dump. Ou alors on prend directement la RAM, enfin le dump de RAM, etc. C'est cool, ça marche. C'est pas la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, ça va rarement se passer aussi bien. Dans la vraie vie, on a un vrai OS qui tourne, qui continue à exécuter des processus, des drivers, des machins, etc. Et donc, en fait, on peut se retrouver avec quelques problèmes liés à ça. Par exemple, on est en train de faire notre dump. Je disais, c'est un dump à un instant T. Bah, lire toute la RAM, mapper, enfin, aller chercher toutes les adresses physiques, les écrire sur disque et tout, ça prend du temps. Donc, notre dump, il se fait pas en 0 secondes. Donc, en fait, c'est pendant la copie, ce qui va se passer, c'est que l'OS, il vit. Et donc là, on va commencer à copier de la data à un endroit. Bah, y a potentiellement de la donnée qui va bouger, qui va être modifiée au moment du dump, juste avant, juste après. Et donc, vu que pendant le dump, la donnée vit, bah, des trucs qui vont se retrouver à passer entre les zones qui sont copiées à un instant T, des zones qui sont recopiées, potentiellement, on va avoir des doublons, ou même des zones mémoire, des données qui ne sont pas présentes dans le dump final. Donc en fait, on se retrouve un peu avec un snapshot mémoire qui est un mix entre la réalité sur un espace de temps qui est plutôt faible, mais qui n'est pas zéro, et donc on se retrouve avec un truc qui n'est pas vraiment notre dump de notre RAM à un instant T, et ça pose des problèmes. Pour avoir un bon dump mémoire, ce qu'il faudrait, c'est freeze l'OS. Donc pour un CTF, pour une VM, c'est facile, on fait stop. Dans la vraie vie, le truc, c'est qu'on peut avoir des problèmes. Déjà, dire à son admin ou un admin 6 de n'importe qui, bon, bah, vos DC, vous allez faire stop dessus. Il va vous dire non, t'es gentil, mais non. Et sinon, vous pouvez trigger un blue screen. C'est-à-dire que, ouais, un blue screen, en fait, là, le kernel, il va faire des trucs intelligents. Il va essayer de nous faire un vrai dump. Ça, c'est pas cool. Après, j'ai déjà vu des admin 6 qui font blue screen tous leurs DC, tous leurs domaines contrôleurs, une dizaine, toutes les 20 minutes pour qu'ils aient le temps de rebooter. J'ai jamais eu des snapshots aussi clean, mais quand même, c'est pas ouf, quoi. Mais c'est du détail. Et donc le problème, c'est qu'on se retrouve avec un certain nombre de cas, donc ça peut être 10 à 20%, où on a notre dump qui a été fait, et Volatility WinDBG qui ne peut pas les analyser. Et bah, le truc, c'est que des fois, on ne peut pas juste aller voir les gens et faire hey, « j'ai besoin d'un autre dump ». C'est pas possible pour des raisons X ou Y, ou voilà, parce qu'il y en avait beaucoup trop, et qu'il y a un moment, il faut apprendre à se débrouiller tout seul. Et on n'a pas juste envie de mettre notre dump dans Xedit et de chercher malware.exe, quoi. Parce que c'est pas la vraie vie non plus. Donc l'idée, c'est qu'on a des données qui sont corrompues, que les tools normales n'arrivent pas à analyser. Donc quand on s'appelle Stéphane, ce qu'on fait, c'est les tools, c'est de la merde, je vais recoder les miens. Voilà, je sais qu'ils nous regardent, voilà. Donc le but, ça va être de pouvoir analyser un dump mémoire corrompu qui n'est pas accepté par les tools de base. Et on est parti. Donc on va se baser sur le format crash dump, parce que Dumpit, ce que ça nous donne, c'est un dump mémoire au format crash dump. Et donc, on se retrouve donc avec ce fichier-là, format crash dump, et le but, ça va être de regarder déjà comment marche le format, comment on extrait la mémoire, et ensuite faire notre analyse. Bon, déjà, le format crash dump, il faut prendre quelques secondes pour essayer de le comprendre avant de commencer à plonger dans tout le reste. Ça, c'est un crash dump, c'est en tout cas le début de notre crash dump. Pour quelques infos, donc on a un magic qui s'appelle page. Là, on a un dword qui nous donne en fait l'archi, donc c'est DU64 pour du 64 bits. Et en 32 bits, c'était bien évidemment dump. C'est-à-dire que les mecs avaient page dump et se sont dit il faut qu'on gère le 64 bits, on va être DU64. Voilà, très bien. Pourquoi pas. Ensuite, on a de la donnée, etc. Et nous, ce qui va nous intéresser derrière, en fait, c'est ici ce qu'on appelle des runs.
Donc les informations sur les runs, c'est quoi? Ici on a un nombre de runs, je vais expliquer derrière, c'est en fait des sections de mémoire physique contiguës qu'on a dump. C'est-à-dire qu'en fait il y a des zones, des adresses dans votre RAM que vous n'allez pas dump, parce que c'est mappé sur des IO, des trucs comme ça, etc. Donc ça c'est vraiment le nombre de sections physiques contiguës qu'on a pu dump. Et derrière il y a la taille qu'on a dump en tout. Le de ces sections-là, ça nous donne cette taille-là. Donc la plupart des nombres en fait, qui sont présents dans ce dump-là, c'est en nombre de pages. Donc c'est vraiment du page frame number. Et donc, à chaque fois, une page, hein, c'est 4096 octets, c'est 0x1000 octets. Donc, à chaque fois, la plupart de ces nombres-là, il va falloir les multiplier par 0x1000. 0x1000, c'est quoi? C'est 12 bits. Donc, en fait, c'est un décalage de 12 bits. C'est une multiplication facile. Donc, la plupart du temps, quand vous voyez ça, c'est que le nombre, il était en nombre de pages et on le repasse en nombre d'octets. OK. Donc là, on avait bien vu que juste avant, on avait notre nombre de runs, notre taille globale. Et ensuite, derrière ça, on a la description de chaque run. Donc, un run, c'est décrit par deux choses. C'est décrit par la base de la page, donc la première adresse physique qui est dans le run. Donc là, par exemple, c'est du Little Endian, hein, évidemment, c'est 1. Donc 1, c'est la première page frame, donc c'est l'adresse 0x1000. Et derrière, on a la taille du dump, donc la taille du run, toujours en nombre de PFN. Donc là, on a E9000 pages qui ont été dump à cet endroit-là. Voilà. Donc l'idée, c'est, OK, très bien, je sais que mon premier run, représente l'adresse physique 0x1000 et que sa taille, c'est 9E1000. Où est-ce que je le trouve dans mon fichier? En fait, ça commence à 0x2000. Donc en fait, la donnée brute de votre crash dump, elle se trouve à 0x2000. Et elle va jusqu'à quoi? 0x2000 plus la taille de notre run. Et la taille de notre run, c'est E9 décalé 12. Donc ça, si vous faites un Python open mon fichier et que vous faites un gros read de tout le crash dump à l'arrache et que vous allez chercher ça, ça décrit votre premier run. Très bien. Et l'adresse physique qui est représentée par ça, parce qu'il nous faut l'information, elle est donnée par la base. Et donc en fait, c'est en train de nous dire, quand tu auras lu ça, c'est ce qu'il y a à partir de l'adresse 0x1000 dans ton dump. Et après, les runs suivants, c'est pareil. Pourquoi là, on a plusieurs runs? Parce qu'en fait, si on fait le calcul, on voit que là, la dernière page, en fait, la dernière adresse qui est accessible, c'est 9EFFF, et que la prochaine de la suivante, c'est 1000 x 12. Donc c'est 100 x 12, c'est 100 000. Et en fait, c'est juste que la mémoire physique entre 9FFF et 100 000 n'a pas été dump. C'est pour ça qu'on a des runs comme ça continus, parce que la RAM, on ne prend pas tout. Il y a des bouts qu'on ne peut pas prendre, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des runs. Et à partir de ça, en faisant cette petite analyse de dump, je reviendrai sur ça après. Autre info qu'il y a dans les dumps et qui est plutôt intéressante quand même, c'est qu'il y a 3 pointeurs vers des structures intéressantes Windows. Premièrement, il vous donne un CR3. On verra ça, CR3, c'est la base de votre pagination. C'est pour toutes ces histoires d'adresses virtuelles et d'adresses physiques, on y reviendra. Il y a la PFN database, qui est en fait une zone mémoire où il y a des informations sur l'état de chaque page physique, etc., etc. On ne va même pas en parler. Et il y a la PS module list et la PS active process L, qui sont des pointeurs qui montrent en fait dans le kernel où est la liste des modules chargés en kernel. Donc les drivers et voilà. Et la liste des process actifs, donc là qui est une liste doublement chaînée de tous vos process dans votre kernel. Ça va être des informations assez intéressantes pour faire des analyses derrière. Donc déjà, à partir de ces petits bouts de code-là où on trouve la donnée brute et les adresses associées en mémoire physique, on est capable de lire une adresse physique et lire de la mémoire physique depuis notre crash dump. Donc première couche d'abstraction, c'est j'avais un fichier sur mon disque, j'ai fait ma tambouille un peu magique avec les runs, et maintenant, mon truc, quand je lui donne une adresse physique, il peut me donner la data qu'il y avait là. Super, première couche d'abstraction. Donc maintenant, on a une représentation de la mémoire physique, et on veut accéder à la mémoire virtuelle. C'est là que ça va être un peu plus compliqué. La translation de mémoire virtuelle à mémoire physique, elle est faite par votre CPU, faite par votre MMU qui est maintenant intégré dedans, et qui est votre Memory Management Unit. La MMU, c'est une partie de votre CPU assez intelligente où on lui donne des structures sympas et s'il va savoir comment, grâce à cette structure-là, il fait la translation entre une adresse virtuelle et une adresse physique. Donc pour ça, en fait, on va splitter l'adresse virtuelle en 4 parties. Donc là, on parle des implémentations actuelles en 64 bits. Le passé et le futur, c'est un peu différent, mais on s'en fout. On part sur ce qui marche en ce moment. En fait, ce qu'on va faire, c'est que le CPU, quand il y a une adresse virtuelle à translate, donc ça c'est une adresse virtuelle et on veut l'adresse physique, il va découper cette adresse-là et il va s'en servir comme index dans différents tableaux. Et en fait, c'est des structures en cascade qui sont dans votre mémoire. Comment ça marche? En fait, on prend l'adresse, on oublie les 0x1000, les premiers, on y reviendra, et ensuite on découpe en parties de 9 bits. Pourquoi 9 bits? Parce qu'en fait, 9 bits, donc, ça vous permet de décrire une page. Donc une page, c'est 0x1000 octets qui contiennent des structures. Et en fait, une page, on a des structures dedans, dans cette page-là, qui font chacune 8 octets. Et ce 9 bits, en fait, permet de faire un index, comme ça, sur les 4096. Enfin, sur les 4096 bits, donc sur les 2 puissance 9 entrées.
Et en fait, ces bits-là, donc ces bits-là vont vous donner un index dans la PML4, qui est la première des 4 structures, qui, elle, est pointée par votre CR3. Donc le CR3, c'est votre base de pagination. Ça donne une adresse physique qui dit « voici où commence ta cascade ». Ensuite, il va prendre cette adresse virtuelle-là, il va prendre votre CR3, il va aller chercher l'index. Très bien, c'est celui-là. À cet endroit-là, il y a une structure qui lui dit « la prochaine étape de la cascade, elle est à telle adresse physique ». Très bien, prochaine adresse physique, j'y vais. Il prend les prochains bits, 0, bon bah c'est la première entrée, hop là. Là, on trouve une adresse physique qui va nous donner la prochaine étape dans la cascade. Et en fait, comme ça, avec cette cascade en 4, on est capable d'adresser notre mémoire virtuelle, de descendre comme ça, comme ça. À la fin, on arrive à la PTE. Et la PTE, dedans, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est pareil, une adresse physique qui va pointer là vers votre page réelle, c'est-à-dire la page physique qui contient les données que vous essayez d'accéder. Et en fait, bah là, les 12 derniers bits E9, 0, c'est quoi? C'est l'offset dans cette page physique-là que vous voulez lire. Donc en fait, quand on lit cette adresse-là, on a toute notre descente qui se fait. Ici, dans notre PTE, en jaune, on a une adresse physique qui dit « voici ta page que tu veux accéder ». Et ensuite, on fait notre décalage de E90 dans cette page finale pour lire nos données réelles. Et c'est grâce à cette structure en cascade-là qu'on est capable de faire la translation d'adresse virtuelle en adresse physique. Voilà. Et si on regarde, en fait, ça tombe bien. C'est pourquoi il y en a 4. Parce que, en fait, 4 x 9 plus les 12 de la fin, ça nous fait 48. Et actuellement, 48 bits, c'est le nombre de bits qu'on est capable d'adresser en mémoire physique réelle. C'est-à-dire qu'on dit on a des adresses de 64 bits. Si vous mettez 2 puissance 64 octets de RAM, ça ne va jamais marcher, pour l'instant. Voilà, voilà. Et derrière, en fait, c'est cool, mais j'ai pas trop décrit ce qu'il y avait dans ces entrées-là. Donc on va décrire vite fait quelques champs qui sont assez primordiales. Je disais, il y a l'adresse physique de la prochaine, ou en tout cas des infos. L'adresse physique, en fait, c'est les bits qui sont là. Et voilà. Et comme à chaque fois, on pointe sur des structures qui sont alignées sur 0x1000, ces données-là, on sait que dans la logique utilisée par le processeur, ça sera des zéros, donc on peut stocker d'autres infos. Au bit 0, on a l'information de est-ce que la page est présente ou pas. C'est-à-dire, est-ce que la translation que tu es en train de faire de virtuel à physique, elle a vraiment du sens pour le CPU. Dans le Man Intel, ils disent, pour que ça ait du sens, il faut que ça soit 1, il faut que la page est présente. Si le bit là est à 0, le CPU, il en a rien à foutre du reste, vous pouvez mettre ce que vous voulez, tout ce qu'il va vous dire, c'est je peux pas le faire, et élever une exception. Ça, c'est un page fault. Ensuite, on a les informations, au cas où la page est présente, si est-ce qu'on peut écrire cette mémoire-là ou pas. Donc, est-ce que c'est du read-only ou du writable? Est-ce que c'est accessible en user? Voilà. Et ensuite, on a l'adresse physique qu'on veut taper, ou en tout cas, les prochaines adresses, soit dans notre cascade, soit l'adresse physique qu'on veut taper. À la fin, il y a quelques bits en software, bah ouais, parce que pour l'instant, il n'y a pas les fils qu'il faut dans le CPU, et le bit de NX. Super. Avec un petit décoding de ça minimal, plus la connaissance de ça, on est capable de coder un truc qui prend une adresse virtuelle, prend un CR3, bien évidemment, en paramètres, fait notre split, fait notre cascade, et nous dit, telle adresse virtuelle, voici l'adresse physique associée. Voilà. Et donc là, on est capable de s'adresser, de s'abstraire de tout ce qui est mémoire physique, et commencer à travailler en virtuel. Tout ce qu'il nous faut, c'est un CR3. C'est cool, on nous en donnait un. C'est-à-dire qu'au début, on a bien vu que le crash dump nous donnait un CR3. Parfait. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à décoder des adresses virtuelles et regarder un peu ce qui se passe. Ok, on fait un DQ comme dans WinDBG. Bah ouais, Stéphane, il aime bien réutiliser les commandes qui marchent déjà parce que pourquoi se faire chier, quoi. Donc on fait un DQ, là, on va lire une adresse virtuelle. On fait notre cascade donc, pour aller faire la translation. Très bien, très bien, très bien. On voit qu'à chaque fois, on a un 3, donc la page suivante dans notre cascade est présente. On arrive sur la PTE, donc la dernière qui est censée nous dire où est la mémoire physique. Et là, on tombe sur quoi? On tombe sur un 0, qui nous dit la page n'est pas présente. Merde, elle n'est pas présente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en RAM, la page, en fait. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En fait, dans ce cas-là, exactement, il y a un truc qui nous disait dans Intel qu'il y a des bits qui sont software et qui permettent au kernel de gérer un peu sa tambouille dans son coin. Et en fait, le bit 11 dans Windows, c'est le bit de transition. Ça nous dit qu'en fait, la page est plus directement accessible par le processus qui s'en servait, mais nous dit la page est en transition, elle n'a pas encore été soit utilisée par quelqu'un d'autre, soit réécrite ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'elle est là, elle est plus accessible dans le working set, mais si tu tapes dedans, tu vas fault, mais l'adresse qui est là, elle est encore valide et il y a encore de la mémoire physique derrière. Donc en fait, quand on tombe dans ce genre de choses où normalement on a un bit 0 et ça ne devrait pas marcher, tout ce qu'on va faire, c'est il y a un bit 0, il y a de la transition, c'est pas un problème, ça reste une adresse physique valide de page, une PFN physique, et on peut aller taper dedans, et ça marchera comme d'habitude, quoi. Ok. Un deuxième cas rigolo, alors ça, il est sympa parce que je l'ai vu rager what the fuck assez un bon moment dessus, donc c'est marrant. On va taper une adresse virtuelle, on a cette résolution qui marche, etc. Et la dernière est encore pas présente, bah ouais, le bit il est pas, ah merde, fallait pas toucher. Le bit il est pas 1, donc elle est pas présente, et on n'a pas le bit de transition. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est ce qu'on appelle les prototypes PTE. En gros, c'est un système qui est utilisé par les sections, donc en fait, qui sont les objets Windows qui permettent de faire de la shared memory, donc de la mémoire partagée, où en fait, on va avoir
deux processus avec deux adresses space différents qui pointent vers la même adresse physique. C'est pour gérer les images mappées, les DLL, ou pour faire de la shared mem, quoi. Ce genre de choses. Et en fait, dans ce cas-là, quand on a une page en transition, c'est marqué comme, enfin pas en transition, en prototype, on a donc un prototype, et en fait, ce que ça nous dit, c'est la vraie PTE qui est utilisée derrière pour l'instant, c'est une prototype PTE, et en fait, cette partie-là, ici, dans notre adresse, là on enlève la fin, cette partie-là, en fait, ça nous donne quoi? Ça nous adresse la vraie PTE. Donc si on va lire directement celle-là en physique, on voit qu'on tombe sur une data qui, quand on prend le vrai WinDBG ou le vrai KD, on s'en fout, quand on va lire cette virtuelle-là, on tombe sur la même chose. Donc ça, en fait, c'est un système pour gérer tout ce qui est la shared memory qui nous donne une indirection de plus dans ce cas-là. Il faut juste faire un petit décalage, aller lire une fois de plus, et on tombe sur les données qui nous intéressent. Voilà. Et déjà, avec tout ça, on arrive à lire une bonne partie de la mémoire adressable depuis l'adresse space virtuelle sur ce qui est en physique. Donc on est pas mal. On a eu 2-3 cas un peu pourris à gérer, mais maintenant, quand on nous donne une adresse virtuelle, on est plutôt bien capable de dire est-ce que cette adresse-là, elle est quelque part dans la RAM, donc dans mon dump, ou pas. Et on va commencer à pouvoir faire l'étape d'après de faire des trucs intelligents avec tout ça. Une autre trick qui est plutôt marrante et qui est utilisée en fait par Windows, mais aussi par d'autres OS parce que c'est nécessaire, c'est à un moment, vous avez besoin de modifier vos PTE et ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à un moment, quand quelqu'un alloque de la mémoire, qu'on a trouvé une page physique, il faut bien dire à nos PTE, là, c'est cool, là, c'est valide, ça pointe sur ça. Sauf qu'on a bien dit qu'il y avait des adresses physiques dans tout ce délire-là. Super, moi je suis en virtuel, c'est-à-dire que j'ai des adresses virtuelles, comment je fais le lien? On va pas éteindre tout le paging du kernel pour dire hey, je sais où je vais écrire ma PTE, c'est trop bien. Non, non. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une technique qui s'appelle en fait, le self-referencing. Donc en fait, c'est notre PML4. Alors normalement, il y a un petit schéma juste derrière. Vous vous rappelez de la cascade? En fait, on va avoir une entrée de la PML4 qui va repointer directement sur elle-même. Là, si on regarde, si on dump la page physique à 187 000, et il y a une entrée de la page physique qui nous donne une PTE, enfin une des entrées qui nous dit en fait, la prochaine, c'est quoi? C'est moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait notre cascade, il y a un offset dans la cascade qui va nous permettre de, au lieu de continuer une cascade, faire une boucle. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on connaît une entrée qui nous permet de faire une boucle comme ça. Donc si on appelle cette entrée-là dans notre adresse virtuelle... Je n'ai pas touché l'écran. Je ne l'ai pas touché cette fois-ci, je l'ai touché qu'une fois. Je me défends, attention. Si on fait une boucle comme ça, en fait, on peut faire une boucle qui va nous permettre dans notre résolution d'aller taper, au lieu d'aller taper de la mémoire physique et de la donnée brute, une PTE. Et le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est quoi? C'est de faire la boucle 4 fois. C'est-à-dire que si cet offset-là, dans mon adresse virtuelle, je la référence 4 fois, ce qui va se passer, c'est que je vais faire ma résolution, je vais tomber, je le touche pas, hein. Je vais tomber sur le début, ok, première fois, deuxième partie de la cascade, et si on fait la cascade 4 fois, notre adresse virtuelle, elle nous dit l'adresse physique de ta data, elle est là. Donc en fait, ça nous fait une adresse virtuelle, et même un range virtuel de 0x1000, qui nous permet en virtuel de lire et écrire la PML4. Donc ça déjà, c'est pas mal, ça veut dire qu'en virtuel, on sait avec une adresse plus ou moins fixe, comment on peut aller taper notre PML4. Et si on veut taper notre PPE, c'est simple. Au lieu de faire la boucle 4 fois, on la fait 3 fois. Et ensuite, la dernière, on va chercher l'entrée qui nous intéresse. Et comme ça, en changeant le nombre de boucles entre 4 et 0, on peut soit taper l'adressage physique, la data physique qui nous intéresse, soit aller taper les structures de mapping qui sont au-dessus, tout en restant en virtuel. Ça, c'est trop la fête. Donc voilà, là, en fait, il montre, c'est si notre PML4, elle self-référence en indé, c'est avec une loupe, on va pouvoir commencer à taper les PTE. Avec 2 loops, 3 loops et 4 loops. Avec 4 loops, on voit bien qu'à la fin, en fait, on retombe sur notre PML4 elle-même. Moi, je préfère le faire avec les doigts et des dessins. Là, il y a le dump, mais voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en fait, dans certains cas, ça permet en fait de bypass la SLR kernel. Et Stéphane avait fait une presse en 2015, enfin une presse, il avait release des slides en 2015 sur ce sujet-là, où il y avait un bypass de kernel à SLR basé sur ces informations-là. Vu que c'est moi qui fais la presse, je me suis fait plaisir et j'ai mis un autre lien. Faut pas déconner quand même. Et voilà, et quelques mois après, en fait, Microsoft, ils ont randomisé tout ça, ils ont randomisé quelques pages qui sont dans la HAL et dans la HIP. Et voilà, bon, très bien. Un truc rigolo, petite pause, c'est plutôt marrant, vous avez peut-être entendu parler de Spectre, Meldon et ce genre de choses. Donc les mecs ont commencé à faire des trucs super intelligents pour fixer tout ça, etc. etc. Et il y a quelqu'un qui s'est rendu compte à un moment qu'il y avait, côté kernel, la page qui self-référence la PML4, ils étaient un tout petit peu trompés sur les droits qu'ils mettaient dessus. Et ils ont dit, ouais, ta page, c'est cool, c'est ta PML4 qui self-référence, mais on va la mettre en accès écriture, ouais, et en accès user. What? Donc là, ça veut dire que cette self-référence, en fait, elle permettait d'aller réécrire le self-mapping, et donc en faisant notre boucle 4 fois, d'aller réécrire la PML4. C'est un peu bizarre. Si on essayait de le faire via les API avec un coup de enter read virtual memory sur cette adresse-là, bien évidemment, ça ne marche pas, parce que le kernel, quand on passe par cette API-là, il a un check de est-ce que l'adresse que tu essayes de lire est au-dessus de la dernière adresse userland?
Non, oui, bah non, t'essayes même pas, c'est mort, ça devrait pas marcher. Par contre, si on demande gentiment au CPU, le CPU il s'en fout des adresses limites, etc. Il voit des bits à 1 et à 0, il fait ce qu'on lui dit. Et donc on pouvait comme ça aller lire directement l'adresse de self-mapping de 4, ça c'est l'adresse qui fait 4 boucles et qui vous donne votre PML4. On pouvait la lire, ça nous donnait la donnée. Et donc en fait avec ça on pouvait aller lire le contenu de la PML4 et on pouvait aller surtout l'écrire. Donc changer le droit de toutes les autres pages, donc faire ça 4 fois et changer, mettre toute notre RAM plus ou moins accessible en écriture par un process userland. C'était légèrement critique, après voilà, il n'y avait même pas besoin de faire d'exécution un peu louche, etc. C'était voilà, j'écris tout et maintenant ma RAM je peux la taper. Donc ça c'est le POC le plus simple de la CVE, c'est je prends l'adresse en brut et en fait je vais dump comme ça sur toute ma PML4, je vais aller lire directement les entrées quoi, de la PML4 et ça c'était le résultat de qu'est-ce qu'il y a dans votre PML4 à ce moment-là, accessible, donc là c'est qu'en lecture mais c'est accessible en écriture et ça permettait de faire un dump à peu près bien de la mémoire physique comme ça, assez gentiment. C'était marrant. Donc ok. Donc voilà, le self-mapping, c'est cool en fait pour trouver des vulnes, c'est cool pour faire des exploits, mais pour faire du forensic, c'est aussi cool pour faire écrire des OS, mais c'est un détail, ça on n'en parle pas, mais voilà. Le problème, c'est là on revient, maintenant on a réussi à s'abstraire à peu près de toutes ces bêtises-là, on avait notre fichier qui est notre résultat de dump, très bien, on a réussi à lire la mémoire physique, on a réussi à lire la mémoire virtuelle. On va tomber maintenant sur le cas de c'est cassé, pourquoi c'est cassé, qu'est-ce qui marche pas. Le problème, c'est quand on a un memory dump qui est un peu lent comme ça, on peut se retrouver avec une PML4 qui est pétée. C'est-à-dire que la PML4 qui a été prise au début en référence, etc., elle a bougé, des trucs ont changé et tout. Et il y a des cas où on se retrouve avec une PML4 en fait, qui va juste pas nous permettre de faire notre résolution et de faire notre travail de virtuel to physique. Parce que le CR3 qui a été donné, il est tout pété et vous n'allez rien pouvoir faire. Et en fait, ça, c'est le cas où une DBG et Volatility, ils n'arrivent pas à faire tout. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils font bah ouais, mais mon CR3, moi, il est pété, je peux rien faire, quoi. Très bien. Comment on peut faire dans ce cas-là ? La meilleure chose, c'est d'en trouver un soi-même. C'est-à-dire que si les gens n'arrivent pas à le trouver, qu'ils ne nous donnent pas un truc bon, on va le chercher nous-mêmes. Comment on peut le chercher ? C'est plutôt simple en fait, vu qu'on sait qu'une PML4, ça commence sur une début de page. C'est aligné sur 0x1000. Ok, donc on peut lire toutes les pages, comme ça, en disant toutes les adresses multiples de 0x1000, on peut lire toutes les pages mémoire et à vérifier si c'est une PML4. Comment on vérifie si c'est une PML4 ? On a vu qu'il y a 2-3 infos intéressantes. Déjà, on devrait avoir un self-mapping quelque part dans cette page mémoire. On devrait avoir un bout du kernel qui est mappé quand même, un bout d'userland qui est mappé quand même. Si on arrive à trouver ça, c'est qu'on a réussi à trouver normalement une valeur, donc une adresse de PML4, donc une valeur de CR3 qui est valide et qui nous permettra à un moment d'aller faire notre translation. Et donc voilà, si le CR3 du memory dump est plus valide et qu'on n'arrive plus à bosser nous-mêmes, on va se rebrousser les manches et on va chercher le nôtre. Super. Avec tout ça, on avait un truc pété, on a cherché à la main en tapant, en creusant un peu, on a trouvé un CR3 valide, on a réussi à recoder notre translation de virtuel tout jusqu'au même dump, on va pouvoir bosser sur le reste. Donc, ensuite, le but quand même à un moment, c'était bosser sur des mêmes dumps qui sont pétés, et après quand même détecter des rootkits. Ok, là on a fait à peu près la moitié, il y a l'autre moitié. L'idée c'est qu'on va s'intéresser là pour le POC à deux structures du kernel. Donc c'est la liste des process dont on parlait tout à l'heure, et la liste des modules. C'est pratique, c'est les deux informations qui sont données dans le memory dump, donc on va faire ça plutôt simplement. Après, l'idée c'est que... comment expliquer ça ? Les symboles de Windows et tout, c'est super pratique, je m'en sers tout le temps, etc. etc. Pour s'en servir, faut au moins un peu savoir quelle version du kernel on utilise et ce genre de choses. Stéphane il s'est dit ça me fait chier, j'ai vraiment pas envie de faire ça, en plus on va être dépendant de symboles et on s'appelle pas Volatility, ça casse les couilles, on va faire autrement. Donc il s'est dit c'est très simple, de toute façon on sait à quoi ça ressemble un process, un process il y a des informations dedans, c'est toujours les mêmes, on va se démerder pour retrouver ça en dynamique. Parfait, challenge accepté. Il a fait un premier challenge, il s'est dit je vais en faire un deuxième, pourquoi pas. Donc on est parti. On va commencer déjà avec la liste des process. Vous vous rappelez que dans le crash dump, au tout début, il y avait mon CR3, ma PFN database, ma module list, ma liste des process. Très bien. Donc ça, on sait que cette liste-là, c'est une liste, en fait, c'est un pointeur donc, vers l'e-process system, donc qui est le premier process qui sera représenté dans les e-process. Et en fait, les e-process, ça a quelques informations intéressantes. C'est-à-dire que si vous regardez avec les symboles cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a dans un process ? Il y a 2-3 infos sympas. Il y a la directory table base, qui est en fait notre CR3 pour ce process-là, qui va être setup à chaque fois qu'on change de contexte d'un process. Le unique process ID, qui est littéralement le PID de votre process. La liste doublement chaînée des processus, c'est-à-dire que tous les processus sont dans une liste doublement chaînée qui permet de les parcourir dans les deux sens. Ok. On a le inherited from unique process ID, en fait c'est le PPID, c'est le processus parent, enfin le PID du processus parent. Et un image file name, qui est un buffer de 15 caractères, qui vous donne le nom de votre process. Super. Mais en fait, tous ces trucs-là, les offsets changent, c'est-à-dire qu'en fonction des valeurs de Windows, etc., les offsets changent. C'est-à-dire que là, c'était des symboles et une version de Windows où l'unique process ID était à 180, la directory table à 0x40. Les trucs qui peuvent changer. Par contre, la disposition est à peu près toujours la même.
Et nous, on a déjà un pointeur sur la tête, sur système. Donc en fait, on sait à peu près qu'on devrait trouver quelque chose comme ça, c'est-à-dire des CR3 qui traînent, des Unique Process ID, une liste doublement chaînée qui va vers d'autres e-process, un PPID et un image file name. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est inférer un certain nombre de valeurs et faire une recherche comme ça en apprenant à peu près où sont les valeurs. Qu'est-ce que je veux dire? On sait qu'on a un pointeur sur notre e-process système, sur celui-là. Qu'est-ce qu'on sait sur système? Son PID, c'est 4. Donc on sait qu'à un moment, on va devoir trouver un 4 quelque part sur un keyword dans notre structure e-process. On sait que son PPID, c'est 0. OK. On sait que son nom, c'est système. Donc si on trouve un endroit où il y a système et des 0 sur 15, on peut se dire ça, c'est sûrement le nom de mon process. Et on sait aussi qu'on a une liste doublement chaînée qui devrait nous retourner un truc qui est à peu près de la même gueule. Donc ce qu'on peut se dire intelligemment, c'est je vais prendre cette valeur-là, je vais essayer de trouver déjà où est-ce que j'ai un 4. OK, là j'ai un 4. Très bien. Ici, j'ai un 0, ça devrait être facile à trouver. Je cherche un pointeur où quand je déréférence, j'arrive à trouver des trucs où au même offset que mon 0 là-bas, j'ai un 4. Pourquoi? Parce que le deuxième process, smss.exe, son parent, c'est système. Et si là j'ai un 0 et que là j'ai un 4 au même offset dans ces deux structures-là, je peux me dire il y a de grandes chances que ça soit le parent ID. À partir de ça, bon, pour celui-là, en fait, là, on va pas avoir directement un truc connu, parce que le PID peut changer, mais on peut se dire si là-bas j'ai un 4 et que là j'ai une valeur qui est à peu près raisonnable pour un PID, ça va aller. Pour le nom, il suffit de trouver sms.exe et vérifier que c'est bien au même offset que système. Et pour les CR3, on a déjà appris à reconnaître un CR3 valide, avec le safe mapping de la PML4, etc. On peut se dire, si au même offset à deux endroits, j'ai deux trucs qui ressemblent à une PML4, on va se dire que c'est ma base d'adresse de mon CR3, et très bien. Et à partir de ça, en fait, juste avec ces deux-là, et ensuite en essayant d'inférer au suivant en faisant notre vérification, on est capable plutôt bien, voire très très bien, en fait, d'inférer le layout de l'e-process pour ce kernel-là, et au moins réussir à extraire quoi? Le PID, le PPID, le nom et le CR3. Donc là, maintenant, on est capable, sans avoir eu les structures, de lister la liste des process, leur nom, leur PID, leur PPID, et surtout leur CR3, donc se mettre dans le contexte de ce processus-là, pour aller faire des checks en userland, par exemple. Ça, c'est plutôt cool. Donc maintenant, on peut lister les process et mapper leur mémoire. C'est plutôt sympa. Le deuxième truc qu'on peut faire à peu près pareil, c'est la liste des modules kernel. Donc, par exemple, on avait bien vu, je vous l'avais dit tout à l'heure, qu'en plus de la liste des process, on a la liste des modules chargés. Super. Et bon, la struct est non documentée, je crois bien, mais par contre, elle a des trucs intéressants comme l'autre. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a une liste doublement chaînée. Et là, ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'on a une image base, qui est un pointeur virtuel en fait vers le PE lui-même en mémoire, parce qu'il y a un moment où il faut qu'il soit quelque part, notre driver, et le nom en Unicode. Donc même avec juste ces infos-là, on est capable de faire de l'inférence assez sympa. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on doit trouver, bon, c'est déjà le pool leader qui nous dit cette zone mémoire a été allouée pour stocker tel type d'information, ça nous aide, très bien. Ensuite, on peut trouver une liste entry. Pour l'image base, il suffit d'aller déréférencer le pointeur et vérifier que c'est un truc qui ressemble à un PE. Donc s'il y a un MZ au début et qu'en parsant un peu, on trouve un PE, on est plutôt bien. Ça ressemble un peu, il y a des chances que ça soit une image base. Et puis le nom, déjà, si on arrive à trouver des trucs qui finissent par .6 et ntosKernel.exe en allant déréférencer des pointeurs au même endroit, on peut se dire j'ai trouvé mon PE Unicode vers le nom. Et juste avec en fait ces informations-là, on arrive en fait assez simplement, peut-être pas quand même, mais on arrive à extraire la liste des modules chargés, leur adresse de base et leur nom. Donc voilà, on se retrouve avec ça qui nous dit voici la liste de tes modules et de tes drivers, ton kernel et tout ce que tu as en kernel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est-à-dire que là, on n'a toujours pas sorti de symbole, de ce truc, de machin, mais on a quand même plutôt bien réussi à faire notre analyse, à faire notre truc virtuel, à retrouver les structures. Maintenant, on va essayer d'analyser ces structures un peu intelligemment. Le premier truc qu'on pourrait chercher, c'est un PE qui a essayé de se cacher. Donc, il y a par exemple essayé de s'enlever de la liste des drivers chargés. Le truc, c'est qu'on sait comment parcourir la mémoire du kernel. C'est nous qui l'avons codé. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on est là à choper des adresses physiques à l'arrache. On va pouvoir faire ça et essayer de trouver un truc à un endroit, et même les adresses virtuelles, vu que maintenant on peut parser notre pagination, et donc aller chercher toutes les adresses qu'il y a et trouver un truc qui ressemble un peu. Donc on fait quoi? On fait un memory scan, super simple. On sait le faire, c'est littéralement ce qu'on a codé depuis tout à l'heure. On fait un full memory scan et on cherche deux trucs. On cherche un truc qui ressemble à un PE header. Donc soit on cherche du MZ, du PE, soit il y a des mecs intelligents quand les Z, LZ et PE, mais qui se disent on va laisser le disk be run Windows mode. Donc on cherche ce truc-là, on cherche un peu ce qui peut ressembler à un PE, et on cherche les zones exécutables avec les droits d'exécution. Normalement, pour l'instant, dans le Windows kernel, il n'y a pas de JIT, il n'y a pas de truc en faisant « je vais te créer de la mémoire exécutable en random dans des endroits ». Donc normalement, si on trouve une zone exécutable, c'est censé appartenir à un driver, un PE identifié. Très bien. On fait notre parcours comme ça et on va tomber sur 2-3 trucs rigolos. C'est-à-dire que là, c'est le parcours. À chaque fois qu'on trouve un truc qui est exécutable ou qui ressemble à un PE, on vérifie si on arrive à identifier à qui il appartient dans la liste des modules qu'on a. Et on va trouver 2-3 trucs rigolos.
on va trouver des PE qui sont là, mais qui n'ont pas de point texte, mais qui ont des points ressources. Ça, c'est des PE avec de la data, normalement, ça devrait aller. Et des fois, on peut trouver sur des trucs comme ça où il y a des adresses, et le truc nous dit, ouais, le header, il a quand même une sale gueule. Et quand on regarde à cette adresse-là dans le module, qui est plus dans la liste et tout, on voit que, ouais, il n'y a plus de MZ là-haut, il n'y a plus de PE là, mais les mecs qui se sont dit, on va être subtil, on va laisser la string comme ça en brut. On va aussi laisser les reach headers, parce que le reach header, c'est un bon moyen de voir si c'est un PE quand même ou pas. Et en fait, tout est pareil, à part le MZ et le PE. Et en fait, ça, c'est les mecs qui sont retirés de la liste. Ils ont enlevé ce truc-là pour dire que les trucs next-gen qui cherchent juste MZ et PE, on va les bypass assez simplement. Et voilà. Et ça, c'est le rootkit de Turla. Donc c'est un vrai rootkit qui marche très bien, qui rootkit très bien comme un grand, et qui réécrit MZ et PE par des zéros. Et là, on arrive à le trouver à partir de notre DOP corrompu. Donc c'est plutôt cool. Et tout ça parce que, ouais, il y a un moment où il a besoin d'exécuter du code, il s'est enlevé de la liste des modules disponibles et ce genre de choses. Parfait. Un autre truc qu'on peut faire aussi, c'est faire un check si le code qui est exécutable de chaque driver, c'est-à-dire le code des drivers, est-ce qu'il match ce que j'ai sur disque. Parce que ouais, c'est cool. J'ai un truc sur disque, c'est signé, je le load, très bien. Et là, je le réécris. Alors, maintenant, bien évidemment, il y a notre patchguard qui va nous aider en disant non, BSOD, tu fais pas ça. Il y a des gens qui s'amusent encore très bien à essayer de bypass ou à bypass dans le passé patchguard ou à le désactiver. Et donc voilà, si on arrive à bypass, désactiver patchguard, on pourrait faire ce genre de choses. Mais là encore, c'est vachement simple, c'est-à-dire qu'on a réussi à identifier toutes les adresses virtuelles qui appartiennent à un driver, on a la liste des drivers, on peut aller faire ça. Si on a récupéré derrière les points 6 de MS ou d'autres gens, on a ce qu'il devrait y avoir en vrai en mémoire, et on peut faire un diff. Et quand on fait un diff, par exemple là sur ataport.6, c'est cool, mais là on voit qu'il y a des trucs qui changent un peu. C'est-à-dire qu'il y a du 48, ok, ça c'est normal, c'est 64, ça commence presque toujours comme ça. Et après on a des trucs qui n'ont rien à voir. Et en fait on voit que ataport.6, son code, il a changé d'un header d'un prologue à peu près sympa de fonction à je mets dans une valeur array que j'aime dessus. Genre le hook le plus basique du monde en 64 bits, c'est je vais jumper sur une adresse 64, YOLO. Et en fait ça c'est un truc qui est même pas mappé. Il n'y a pas des modules qui identifient à cet endroit-là. Et ça c'est vraiment genre j'ai hooké ce truc-là, je vais faire ma tambouille. Et ça, cette modification-là, c'est Gaps qui la faisait. Et si je dis pas de bêtises, il la faisait pour que, déjà, pouvoir modifier ce que vous pensiez lire sur disque, et que par exemple, dans le cas de Gaps, quand vous essayez de lire le MBR, il avait son MBR tout pourri à lui, qui était son bootkit, et il faisait « Ouais, t'inquiète, le MBR, il est bien », et il te renvoyait autre chose. Et en fait, ça, c'était sa façon de hooker comme ça et de changer ce qui était normalement lu et écrit sur le disque. Voilà. Et donc, en fait, on se rend compte que... Putain, je suis large. On se rend compte qu'en fait, c'est possible d'analyser depuis un truc à peu près corrompu et que Volatility et WinDBG ne veut pas ouvrir. Faut juste pas mal d'huile de coude. Faut YOLO un peu quand on veut trouver une PML4 valide. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit « il n'y en a pas, la pagination elle est pétée dans ce dump-là », on le croit pas et on cherche à la main en creusant tous les 0x1000 octets pour trouver un truc. Et voilà. Et une fois qu'en fait, on a codé toute cette tambouille-là de je veux trouver des mémoires physiques dans mon dump et je veux faire ma translation, on est déjà en fait des outils très très puissants pour trouver des PML4 et réparer notre virtuel, et surtout après pour aller explorer absolument n'importe quoi en physique, en virtuel, etc. Et donc après faire de la détection de rootkit plutôt marrante. Et là, les détections, c'est pas des techniques de détection non plus du futur, quoi. C'est je vais chercher s'il n'y a pas un PE qui est là et qui s'est enlevé de la liste et qui a écrit son MZ. Et de l'autre côté, c'est je vais aller vérifier si ce qui est en mémoire, c'est ce qu'il devrait y avoir en mémoire. Donc voilà, c'est-à-dire que nous, de notre côté, maintenant, on fait des trucs un peu plus avancés, un peu plus sympas. C'est-à-dire que PatchGuard, il fait des trucs, mais il fait pas tout. Il y a des gens qui continuent à s'amuser à dev des trucs un peu poussés, à faire d'autres types de détection. Et donc voilà. Mais déjà, rien qu'avec ça, on a une bonne base pour détecter des rootkits qui marchent très bien. Et voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci de votre attention. Et cliquez où vous voulez. Et, merci à Windows Internals quand même, parce que c'est toujours très utile de l'avoir. Quoi ? Parce que j'attends la 7.2 avant de mettre merci sur la 7. Malin. Attends, des questions. Ah oui, c'est vrai. Ok, qui veut se le prendre dans la tranche? Bon d'accord, qui veut poser une question? Personne? Ah. Ouais, non, je suis vraiment mauvais lanceur. Oh. Ça marche? Ok. Il me semble que Windows signe aussi ses drivers. Est-ce que c'est possible de vérifier la signature comme ça avec un dump mémoire? Est-ce qu'il y a les informations nécessaires pour la vérification du code signé qui est chargé en mémoire dans un dump mémoire? Alors, je dirais là comme ça, en fait, ce que tu vas vouloir vérifier, si l'enforcement de la signature est activé. Enfin, c'est surtout, là on a vu s'il y a du code modifié, Ouais. on peut comparer avec des références, Ouais. mais sans avoir une base de données des DLL, des .6 de Microsoft, Ouais. juste vérifier les signatures, si les fichiers sont signés. Non, parce qu'en fait, il fait des modifs déjà sur les trucs. C'est-à-dire que le PE que tu as en mémoire et que tu as sur 10, c'est pas exactement le même. Oui, c'est ça. Et à mon sens, il n'y a pas toutes les infos pour pouvoir refaire un check authenticode. D'accord. Qui veut?
Alors juste... Mais parle fort. Ok. Donc, quand tu fais ton dump au tout début, Ouais. est-ce que le rootkit il peut pas se cacher à ce moment-là? Comment il est fait ton dump en fait? C'est sur la machine elle-même? Ouais, c'est sur la machine elle-même, ouais. Mais C'est donc- vraiment loader un driver. Ok, mais donc le rootkit, il pourrait t'empêcher de lire la mémoire à ce moment-là et du coup, t'aurais rien du tout. Alors, techniquement, sur certains trucs, s'ils se mettent au bon endroit, je pense qu'ils pourraient. Est-ce que tu n'aurais rien du tout? C'est-à-dire que c'est une bonne question. Déjà, s'il manque des trucs à ce point-là, c'est-à-dire que le truc doit être capable de trouver toutes les références que fait le kernel vers lui et toutes les fixer sur un truc qui a du sens. Ça me paraît d'être... Moi, j'ai pas encore vu. Ok. Et Mais ce serait, le j'attends de le domaine, voir, là, quand ce même. serait le domaine de recherche pour contrer Ça serait ce genre clairement un domaine de d'analyse, recherche quoi. intéressant. Oui. Ok. Bon, bah, voilà. Mais après, voilà. Ah, un mort. Il ouais. Il y a juste une chose que j'ai pas comprise au moment de la pagination, donc il me semble que c'était dans le PML4. Ouais. Du coup, il y avait un bit, enfin un octet qui était accessible en user qui nous permet de lire et écrire dans la PML4, Ouais. il me semble. Ça, c'est donc tu avais évoqué Spectre. Est-ce que c'est du coup une faille matérielle ou c'est juste relative au kernel? Là, c'était vraiment. Alors, de ce que je me rappelle, c'était pour fixer Spectre et Meldon. Mhm. Et c'était vraiment un bug qu'eux ont introduit dans leur config de la pagination, quoi. D'accord. Là, c'est vraiment le fait que les mecs ont dit oui, oui, le user peut le faire, je suis le kernel et je te dis qu'il peut, quoi. D'accord. C'est pas du hardware, c'est vraiment un problème de misconfig ou. Voilà, Merci. pas de problème. Bah, merci pour votre attention et voilà.